Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons toujours du Niger, mais au Togo. La conférence des évêques préconise la levée des sanctions de la CEDEAO contre le peuple frère du Niger. Des actions ont été entreprises dans le sens de calmer, peut-être par les voies qu'il faut, selon les évêques, la situation au Niger. 3 jours de prière avaient été organisés, je pense que c'était le 8, 9 et 10 août. Et à la suite de cela, un communiqué une déclaration de la conférence des évêques du Togo qui prône plutôt la levée des sanctions afin de faciliter les discussions au Niger. Je vous donne lecture de certaines portions de ce communiqué qui nous permettront de faire le débat dans le but de converger les protagonistes vers protagonistes de la crise vers une table de négociation. Nous suggérons la levée des sanctions imposées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont les premières victimes sont les populations civiles, notamment les femmes et les enfants. Nous saluons le courage sage et nous saluons la courageuse, sage et prudente position des dirigeants de beaucoup de pays, dont le Togo, des leaders politiques et de la société civile de notre sous-région, qui privilégient la voie du dialogue dans le discernement et la responsabilité devant l'histoire. La position donc de la conférence des évêques du Togo, c'est de lever les sanctions de la CEDEAO pour engager la voie à une discussion. Est-ce qu'on est prêt d'écouter ce message aujourd'hui? Vous savez, je pense qu'il y a déjà un moment que le confessionnel, et surtout lorsque nous prenons cette conférence des évêques, intervient dans la vie politique, aussi bien dans nos pays comme partout ailleurs. Donc je pense que cette proposition qui laisse à exprimer le fait que le confessionnel ne doit pas s'immiscer dans les affaires politiques, je pense que c'est une position qui est aujourd'hui caduque. Il faudrait véritablement donc considérer ces interventions, surtout lorsque nous parlons des évêques, on ne parle pas de n'importe qui quand même. C'est aussi une voie diplomatique que nous connaissons dans nos pays. Au même moment, c'est vrai si depuis lors, il n'y a pas eu de preuves sur la position réelle du Togo, mais nous savons que le Togo, depuis des temps mémoriaux, a toujours gardé cette position. C'est devenu pratiquement l'ADN du Togo qui prône la paix. Partout où elle est menacée, et je pense que c'est la même position que veut adopter le Togo dans cette crise du Niger. Et c'est pour cela que je me dis, au même moment, c'est une dualité de position qu'a exprimé donc les évêques, liée au fait que d'abord, ils ont posé des actes, allant du fait qu'ils ont pleuré la divinité pour protéger ce peuple frère du Niger, pour lequel nous partageons beaucoup de choses. Ils sont la diaspora nigérienne au Togo est vraiment très important. C'est déjà une bonne chose à saluer. Mais à un moment partageant donc cette attitude du Togo liée à la recherche de la diplomatie, je pense que ça ne peut pas en être autrement. C'est vrai qu'ils sont pour la plupart du temps critiqués lorsqu'ils prennent des positions, mais nous comprenons aujourd'hui que ces positions ne vont que dans le sens d'abord de la réalité et de l'apaisement recherché. Je pense que c'est ce qu'on peut demander au confessionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut critiquer cette position-là. Et je pense que c'est la position également exprimée par bon nombre, même si d'aucuns estiment que voilà, la parole est donnée à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Mais lorsque nous redescendons, nous réfléchissons plus mieux, nous constatons que la plupart des pays africains, ou pratiquement les opinions africaines, partagent le fait que nous puissions aller par la voie diplomatique pour trouver donc des solutions à cette crise-là. Et donc je pense que c'est une voie à écouter de mon point de vue, et que le Togo peut également exprimer. D'aucuns laisseront croire que nous sommes dans une position politique, puisque comme je l'ai dit tantôt, dans leur communiqué, ils ont plus exprimé le fait que le Togo adopte la voie diplomatique, sans que nous n'ayons de preuves sur la position réelle du Togo jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pas officiellement en tout cas. De toutes les façons, mais quand même historiquement, nous pouvons justifier cette position-là. Donc je pense que c'est la position du Togo qui est exprimée plus ou moins par ces opinions-là, comme ce fut donc le cas, mais il faut donc considérer ces positions-là. Rodrigue Aego, réaction par rapport à cette annonce, de cette déclaration de la conférence des évêques du Togo, déclaration hier, ce 14 août. Bon, je pense que c'est une position assez responsable. Assez responsable quand on met les peuples au centre de toutes les préoccupations. C'est ce qu'on a oublié au niveau de la CEDEAO. Vous savez, quand je parle d'inconséquence de la CEDEAO, les gens auront tendance à croire que j'ai quelque chose contre la CEDEAO, non. On ne peut pas commettre les mêmes erreurs tout le temps.
quand il y a eu le coup d'État au Mali, la CEDEAO a prononcé les mêmes sanctions contre les autorités maliennes. Et peu de temps après, sa propre cour de justice l'a condamné. C'est parce qu'il n'y a pas de base légale à ces sanctions prononcées que la CEDEAO a été condamnée. Aujourd'hui, on reprend les mêmes sanctions contre le peuple du Niger. Ça n'a aucun sens. Et donc c'est de bonne guerre quand l'autorité responsable, la conférence des évêques du Togo, en tant qu'autorité religieuse assez responsable, puisse appeler à la levée de ces sanctions qui constituent une aberration et à privilégier la voie de la diplomatie pour trouver une solution profitable à tous à ce qui se passe au Niger. Parlant de la position, et je pense également que c'est très important que ce message soit écouté. Mais commençant par nous-mêmes au Togo, nos propres autorités. Si on me dit aujourd'hui qu'on ne connaît pas la position du Togo, derrière le mutisme, on peut spéculer. Mais quand je prends un communiqué de l'OTR qui interdit toutes les transactions vers le Mali, ça traduit une certaine, plutôt vers le Niger, autant pour moi, ça traduit une position. À moins que cette position de l'OTR soit en contradiction avec la position du chef de l'État ou de l'État togolais. On risque de nous prendre pour je ne sais quoi. Peut-être qu'on est en train de jouer au malin. C'est pour ça que je dis que ce message, non seulement doit être écouté par les autres chefs d'État, commençant par nous-mêmes, pour que nous puissions clarifier notre position. Je sais que ces dernières années, nous sommes dans des opérations de pourparlers pour nous refaire une image contraire à ce qu'on sait de nous. C'est un choix. Mais il faut qu'on soit quand même solide dans les bottes, commençant par nous-mêmes. Si on prône la voie du dialogue, on ne peut pas prononcer des sanctions, parce que ce sont des sanctions que l'OTR a prononcées. La communauté nigérienne au Togo, on ne peut pas les compter. Et s'il ne faut pas aussi trop oser, on peut dire qu'une partie importante de notre économie est tenue par cette communauté-là. Quand vous allez au grand marché, vous allez les voir. Vous allez dans les coins de rue, vous allez les voir. Vous allez au grand carrefour, vous allez les voir. Ils sont nos cordonniers. Ceux qui cirent nos chaussures, même, c'est eux. Tout. Ceux qui vendent les tissus que nous prenons pour coudre nos habits, c'est eux. Ceux qui vendent du café, c'est eux. Ceux qui vendent des spaghettis, c'est eux. Les dialogues. Il y en a de la Guinée. Non, il y en a de la Guinée, du Niger. Nous avons notre ami. Oui, il y en a. C'est pas les dents, pas les systèmes plates. Non, je suis sérieux. Donc, du coup, face à ça, ces sanctions nous pénalisent également. Oui. Je l'avais dit autour de ce plateau, à l'époque, quand il s'agissait des sanctions contre le Mali. Nous avons des ressortissants togolais au Niger. Plein. Et à partir de là, c'est leur argent qui contribue à soigner leurs parents sur place ici, à payer l'écolage des enfants ici, de la famille. Quand on interdit cette transaction, ça veut dire que l'argent là ne va pas arriver. Il n'y aura pas des morts directement là-bas, mais il y aura des morts ici, causées par ces sanctions-là. Parce que si l'argent là ne vient pas, je ne vois pas comment on va soigner le parent à l'hôpital. Je ne vois pas comment on va acheter les ordonnances, etc., etc. Donc ce sont des sanctions absurdes. Ça relève de l'absurdité. Il faut les lever. Il faut les lever. Le peuple nigérien, est-ce qu'on veut les protéger ou bien on veut les détruire? C'est la grande question. Mais n'est-ce pas un moyen de pression pour pouvoir amener le CNSP à discuter? Quel moyen de pression? Si, par exemple, supposons qu'aujourd'hui, ou du moins à leur réunion le 30 juillet dernier, la CEDEAO n'a pas pris de sanctions économiques. La réunion dernière du jeudi passé, supposons qu'elle n'a pas pris de mesures de sanctions économiques et qu'on dit bon, on va aller discuter. Qu'est-ce qui serait le mode de pression sur les militaires pour les amener à la table de discussion? Il faudrait quand même leur mettre une certaine pression. Docteur Guillaume, je vais vous dire une chose. Je suis aujourd'hui partisan de la campagne pour la limitation des mandats menée par Tournons la page. D'accord? Nous étions à Abuja la dernière fois où on a organisé une conférence de presse. On a été clair. On a notamment condamné les coups d'État. Tous les types, y compris ce qui s'est passé au Niger, ce qui s'est passé au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Au même moment, on est contre
la force militaire pour aller régler un problème. Non, moi je parle des sanctions économiques, oui, puisque c'est de ça qu'il s'agit, oui. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que la CEDEAO a failli. L'idée première qui sous-tend la communauté des peuples, c'était la bonne gouvernance, la démocratie, la libre circulation des personnes et des biens. Est-ce que je peux aujourd'hui aller au Ghana sans payer aux frontières? Alors, revenons sur les sanctions économiques, oui. L'échec de la gouvernance dans l'espace, c'est l'échec de la CEDEAO, c'est ça qui nous a conduit vers là. C'est en cela que je dis que lever ces sanctions, la CEDEAO ne doit même pas hésiter, parce que c'est la communauté des peuples normalement auxquels les pères fondateurs ont pensé, et non un syndicat de chefs d'État. Alors, qu'est-ce qui serait le moyen de pression pour amener les putschistes à revenir à la discussion? Aujourd'hui, par exemple, les nouvelles autorités. Je parle des jours qui ont suivi le coup d'État. Puisque ces sanctions ont été prises le 30 juillet. Oui. Est-ce que vous savez combien de chômeurs ces sanctions-là ont fabriqué? Oui, quelle serait la solution? Que proposez-vous? Pour régler un problème, la situation est déjà posée. Créer d'autres problèmes. Le coup d'État est déjà fait. Nous sommes le 26, le coup d'État est fait. Le 30, on s'est réunis. Oui. Quelle serait la position? Il y a d'autres sanctions, d'autres mesures à prendre. Comme par exemple... Que ce qui pénalise les peuples. Proposer quelque chose pour qu'à la prochaine fois, ils ne fassent pas la même erreur. Je vais embrayer là-bas pour dire il faut soigner la gouvernance. La CEDEAO peut proposer d'autres sanctions. Oui, comme... Ces sanctions doivent être des sanctions chirurgicales. C'est-à-dire viser en même temps... Ciblé. Viser en même temps la junte. Et comment ça va se faire? Il y a ce que nous appelons le gel des avoirs. Parce que quand vous voyez un peu ces généraux-là, c'est des gens qui ont constitué une manne. Et c'est sûr qu'ils ont aussi de l'argent placé dans des banques. On peut geler ça. En dehors de ça aussi, il y a des coopérations militaires. Interdiction de voyage. Les interdictions de voyage, les exemptions de visa à leur famille. Parce que mais là aussi, on va dire que les familles ne sont pas complices. C'est ça aussi, ça va poser notre débat. Ça les touche directement. Donc ça aussi, ce sont des sanctions qu'on pouvait prendre. Mais quand on interdit, on ferme les frontières, on enclave tout un pays. Le pays est déjà enclavé depuis. Un pays dans lequel vous avez vos ressortissants. Quand ça dépend des échanges commerciaux, ça devient un scandale. Je vais vous faire une confidence. Actuellement, dans les hôpitaux au Niger, il y a un problème qui se pose en matière de médicaments. Les médicaments quittent la côte pour aller vers là. Aujourd'hui, c'est interdit aussi. C'est interdit. Il y a des cargaisons de médicaments qui sont en souffrance au niveau des frontières, que ce soit du côté du Bénin, du côté du Nigeria. Il y a des médicaments qui sont dans des conteneurs là-bas. Et il y a des heures de conservation. Tout ça là, ben, on risque d'aboutir à des poisons là-bas. Ça pénalise le peuple nigérien. Ça pénalise la population. Au même moment qu'on dit qu'on veut aller discuter avec les gens. Mais les frontières sont fermées. Les émissaires de la CEDEAO vont passer par où? Eux sont exemptés de ce choses, comment l'appelle-t-on? Quand on va trouver un accord, on va ouvrir les frontières pour qu'ils viennent. Mais les émissaires qui ont pu aller, ils sont passés par où? Il faut être réaliste. C'est pourquoi les évêques du Togo demandent à la CEDEAO de lever ces sanctions. Dans un premier temps. Ça pénalise la population. Ça pénalise plus la population. Quand on prend l'électricité, quand on coupe l'électricité à Niamey, ce sont les populations qu'on pénalise. La junte, ils ont les groupes électrogènes. La junte, ils ont du carburant qu'ils peuvent trouver pour faire alimenter la présidence qu'ils occupent aujourd'hui. La junte, ils ont des climatiseurs, tout ça là. Mais le pauvre qui est dans le village, dans un village reculé, que ce soit Agadez, que ce soit Maradi et autres là, c'est lui qu'on pénalise. Vous comprenez? Les ressortissants de nos pays. Donc il faut reconsidérer nous avons nos frères là-bas. La position au niveau de la CEDEAO, voir éventuellement comment faire pour que la crise là n'impacte pas trop les populations. Surtout que nous sommes passés de la CEDEAO des chefs d'État vers la CEDEAO des peuples. Mais si on est dans la logique de la CEDEAO des chefs d'État, donc c'est un syndicat qu'on veut protéger, donc un membre du syndicat en difficulté, il faut voler à son secours tout en sacrifiant les autres. Non. En tout cas, pour la conférence des évêques du Togo, il faut plutôt lever ces sanctions, ce qui pourrait permettre d'ouvrir la voie à des discussions. Est-ce que vous pensez que c'est la seule voie qui pourrait ouvrir la voie, le seul moyen pour ouvrir la voie aux discussions, Adam? Bon, de toutes les façons, sans entendre même, disons, la décision ou l'impact de cette sortie des évêques, nous avons constaté que les nouvelles autorités au niveau du Niamey sont disponibles aujourd'hui à discuter. Et ils l'ont dit, ils l'ont exprimé. N'est-ce pas peut-être à cause des sanctions qu'on a prises? Bien évidemment, parce que... Donc peut-être que les sanctions ont fonctionné? Non, bien évidemment, ça, bon, personne ne peut dire le contraire. Les sanctions pèsent beaucoup aujourd'hui. Et même, les autorités ne peuvent pas dire le contraire. Et ils l'ont dit. Voilà pourquoi
ils expriment une position en disant que ces sanctions-là, pour eux, c'est pourquoi je suis d'accord avec Ibrahim en disant que ça devait être des sanctions ciblées pour éviter que la population ne subisse. Mais j'aimerais un peu rebondir. Vous savez, l'immense potentialité de l'identité, de la paix qu'exprime le Togo est connue de tous. Mais au même moment, je pense que lorsque vous prenez un peu les sanctions exprimées par la CEDEAO, il y a plusieurs axes. Si le Togo est contre une intervention militaire, c'est justement ce communiqué-là voudrait dire quelque part qu'on peut être en phase avec d'autres sanctions, mais la méthode militaire... Oui, justement, c'est juste sur ça que... Quelque part, le communiqué, personne ne peut dire. L'OTR peut prendre un communiqué en disant que ce n'est pas la position du gouvernement. Non, pas du tout. Pas possible. C'est pas possible. Parce que c'est la crème de l'économie togolaise. Donc, quelque part, c'est l'expression du gouvernement qui est exprimée par l'OTR et qui voudrait dire quelque part que nous sommes contre l'intervention. Mais à un moment, on est pour les sanctions économiques, mais on est contre l'intervention militaire. Oui. Nous pouvons quand même commencer par des voies de pression. Oui, les voies de pression comme cela. Alors vous êtes dans la logique de ce que je disais, il faut maintenir les pressions économiques en attendant d'ouvrir le dialogue. D'ouvrir le dialogue, je pense que la CEDEAO ne va pas tarder parce que, de toutes les façons, il sait que cette sanction a pénalisé la population et qu'il va à l'encontre, en réalité, de cette communauté des peuples. Pas seulement la population nigérienne, c'est ce que je dis. Nous-mêmes et les ressortissants de tous les États qui sont là. Mais si on veut s'en tenir à cela, aux conséquences sur tout le monde, est-ce qu'on ne risque pas de tout tolérer? Il faut régler les problèmes en amont. Oui, voilà, justement. Mais il y a un problème. Attendez, on devait régler le problème en amont. Malheureusement, on n'a pas pu le régler. Finalement, on fait comment? Mais écoute, si par exemple... On n'a pas pu le régler. Le problème s'est posé, on fait comment? On n'a pas pu s'entendre pour traiter une maladie, guérir un malade, au moins si celui-ci meurt, il faut qu'on s'entende pour l'enterrer. Ça, c'est le message que j'envoie à la CEDEAO. Parce que c'est la CEDEAO qui a failli et nous en sommes là. Ils ont catégorisé les coups d'État. Ils en ont avalisé ailleurs. Ils ont applaudi. Et ce sont ces mêmes présidents qui sont arrivés par des voies tordues qui sanctionnent ceux qui ont aussi compris que par cette voie tordue, on peut arriver. Si c'est ça, évitons d'arriver par des voies tordues. C'est ce que je dis. Évitons d'arriver par les voies tordues. C'est pour ça que nous, dans notre campagne, nous appelons la CEDEAO à adopter la limitation de mandat dans son protocole additionnel et de transformer la CEDEAO des chefs d'État en CEDEAO des peuples. Merci beaucoup. Lorsqu'il parle d'avaliser des coups d'État ailleurs, cela ne voudrait pas dire que lorsqu'il y a eu des putschs, la CEDEAO allait acclamer. Non. Il y a eu le cas de la Guinée où M. Alpha Condé a pris un troisième mandat. Il y a eu mort d'homme. Il y a eu la répression la plus redoutable. Et la CEDEAO n'a rien dit. La CEDEAO n'a rien dit. Alpha Condé a continué comme si de rien n'était. Il a fallu un coup d'État pour que les gens bombent le torse pour dire que non, on ne veut pas de coup d'État. Mais il faut être conséquent. Lorsqu'on veut vraiment amener la CEDEAO vers un statut de respectabilité, on ne peut pas clochardiser, noyer l'essence même de la CEDEAO dans un intérêt inavoué mesquin et venir maintenant bomber le sol pour dire qu'on veut relever la CEDEAO parce qu'il y a eu un coup d'État, il faut que la CEDEAO redore son blason. Non, il fallait commencer ça très tôt. En Côte d'Ivoire, il y a eu des élections. M. Ouattara, qui avait son dauphin, entre-temps, on dit il est mort et il est revenu. C'est comme s'il n'y avait plus personne en Côte d'Ivoire pour être présidentiable. Or, il y a des candidats, en Côte d'Ivoire là-bas. M. Ouattara qui ont été écartés par voie judiciaire. M. Ouattara a pris le pouvoir, mais c'est lui maintenant qui dicte les leçons de démocratie à tout le monde. Vous voyez que pendant ce temps, la CEDEAO n'a pas pu hausser le ton pour dire que non, c'est le troisième mandat, il ne faut pas franchir ça. Donc il y a des positions que la CEDEAO aurait pu prendre. Et là, aujourd'hui, elle ne sera pas en difficulté, elle ne sera pas en conflit avec l'opinion majoritaire en Afrique qui soutient que aller intervenir à Niamey ou bien au Niger n'est pas vraiment la meilleure des options que la CEDEAO puisse prendre, étant donné qu'au niveau même de la CEDEAO, il y a des protocoles, il y a des mécanismes pour le bien-être des populations. La CEDEAO travaille pour que l'alimentation, l'agriculture, le secteur de la santé, l'électricité, tout ça là, puisse être accessible aux populations. On ne peut pas comprendre qu'au même moment, on prend des sanctions pour pénaliser la population nigérienne, qui est aussi une population de la CEDEAO. Vous comprenez? Donc s'il y a des actions à prendre, prenez des actions politiques, ciblées, contre ceux que vous estimez qui ne sont pas en phase avec vos réalités, avec vos tests, ou bien avec tout ce que nous avons comme code de conduite en commun pour toute la sous-région ouest africaine. Donc,
la CEDEAO doit reconsidérer bien évidemment sa position. Les chefs d'État guerrieros doivent revoir aussi leur position parce que le fait de menacer, le fait de prendre des sanctions, de durcir le ton, on est en train d'amener les autres aussi à réduire leur position et à prendre aussi une position de va-t-en-guerre. Et au finish, il y aura ce que nous allons appeler un clash. Et du moment où il y a des alliances qui s'annoncent déjà autour du Niger, on risque d'aller vers l'implosion de la CEDEAO. Et ça, vraiment, nous ne le souhaitons pas parce que c'est une organisation qui pouvait vraiment maintenir la flamme de la démocratie dans la sous-région si vraiment tous ces présidents-là qui constituent la conférence des chefs de l'État, des chefs d'État, arrivaient quand même à respecter ce que nous appelons le minimum, c'est-à-dire les principes démocratiques. Quand votre mandat est à terme dégagé, si vous voulez revenir par la suite, si la Constitution vous le permet, revenez. Mais quand vous passez par des artifices, modifier la Constitution, faire des choses, invalider les choses, comment on l'appelle, l'éligibilité des gens, créer... Les emprisonner. Créer des situations judiciaires pour écarter des gens, des potentiels candidats, mais ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations. Et ça fait que quand des situations comme ça là surviennent, c'est la passion que les gens mettent au devant. Les gens ne raisonnent plus, les gens sont frustrés, les gens sont fâchés et tout le monde va dans tous les sens. Et c'est ce à quoi nous assistons. Je pense que nous devons redéfinir les choses, remettre en selle la société civile au niveau de la CEDEAO, armer la société civile à inculquer la culture démocratique aux populations de la CEDEAO, amener la presse à faire un travail noble d'éducation, de sensibilisation. Mais quand ces deux facteurs-là ne sont pas réunis, il va de sorte que déverrouiller l'espace civique pour que les gens populations aillent en perdition. Et c'est la loi du plus fort qui sera applaudie parce que le fort est venu pour briser l'establishment, comme on le dit, et pour que d'autres forces puissent émerger. Et là, on s'entend vraiment, sincèrement, on tend vers une société de jungle, et là, nous ne le souhaitons pas pour la sous-région ouest africaine. Merci beaucoup. Juste, je vais placer un mot. Vous savez, en matière de résolution de crise et diplomatique, 1 plus 1 ne donne pas forcément 2. Je vous en souviens que lorsque le président Alpha Condé avait voulu agiter sa question de troisième mandat, la CEDEAO avait mobilisé des émissaires pour lui faire entendre raison. Il a cité des pays en exemple et que la CEDEAO n'a rien dit. Tout à fait. On ne peut pas le lui interdire. Mais en même moment, dites-moi, est-ce que la CEDEAO pouvait activer cette force en attente pour aller dire à Doumbouya pourquoi tu as fait un coup d'État? Voilà pourquoi je dis, en réalité, dans la résolution des crises, il y a des coups d'État plus ou moins. Dans les principes aussi des armées, il revient lorsque l'État est en perdition, il appartient à l'armée de pouvoir restaurer cette puissance-là. Donc, le cas de la Guinée pouvait plus ou moins, même s'ils ne l'ont pas exprimé. Et là, tu justifies le coup d'État de Doumbouya. Tu justifies le coup d'État de Doumbouya. Non, tu justifies le coup d'État de Doumbouya. Il ne justifie pas. Il justifie. Il fait le constat. Les principes. Il fait le constat. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a eu beaucoup C'est un constat. en Guinée, etc. Et la CEDEAO ne s'est pas tue. Hein? La CEDEAO ne s'est pas tue. Non, il a envoyé des émissaires. Non, c'est une belle blague. On n'a pas envoyé. On n'a pas menacé. Pour faire entendre raison. Mais quelque part, à partir du moment où l'armée a pris ses responsabilités, plus ou moins. À un moment donné. Façon, on peut quand même dire qu'il y a eu équilibre. Une position perplexe qu'on ne peut pas tout de suite expliquer. Là où je dis que la CEDEAO elle-même s'embrouille. Vous vous souvenez de la Gambie? Oui. Lorsque Yaya Jammeh a perdu les élections, il a appelé le vainqueur pour le féliciter. Et une déclaration du vainqueur a fait que Yaya Jammeh s'est dit, mais attention, il veut me blaguer, j'ai encore les manettes, je ne vais pas partir. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Vous savez, vous vous souvenez de ce qui a été fait? Vous prenez quelqu'un comme Macky Sall, qui a dit, moi j'ai déjà déployé mon armée aux frontières parce que c'est un pays dans un pays. Et un président, c'était Ibeka, qui a demandé à aller parler à son ami. Et c'est lui qui l'a sorti finalement. Sinon, on allait le déloger. Tu vois, c'est en cela je dis, aujourd'hui, il faut reconquérir Marcel de Souza, qui était vraiment intraitable reconquérir par rapport à ces situations. Et ailleurs, si Alpha Condé a pu donner l'exemple d'autres pays, c'est justement pour pointer du doigt les faiblesses de la CEDEAO. Oui, bien évidemment. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Et donc,
comme nous convenons tous ici, il revient, c'est pour ça que je reviens sur ce que Adam a dit, à la CEDEAO de reconquérir sa propre légitimité d'abord, en mettant fin à la politique de deux poids, deux mesures. La culture ou le culte de la personnalité providentielle, il faut l'arrêter dans l'espace. Il n'y a pas meilleur président, il n'y en aura pas. Alors, la dynamique de l'alternance fait que les pays se développent aujourd'hui. Ceux qui cumulent les mandats de trop, ils font quoi de miraculeux? Alors, on doit toujours commencer quelque part. Hein. Il faut arrêter dans la CEDEAO de revoir, de reconquérir sa légitimité. Vous avez dit tout à l'heure que coup d'État constitutionnel, institutionnel, électoral, militaire, c'est la même chose. Ouais. Ça, il faut commencer quelque part. Actuellement, il y a un coup d'État militaire. Faut-il attendre qu'il y ait un coup d'État constitutionnel quelque part pour aller commencer par là? Mais est-ce que c'est pas la peine? Oui. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par ce qui est sous le nez? Pour une organisation respectable et responsable, on privilégie la voie, on reconnaît cet ordre dans un premier temps, on privilégie la voie du dialogue pour régler ce problème de façon diplomatique, et au même moment, on réfléchit à la façon dont on peut appréhender dorénavant les situations, anticiper pour éviter la récidive de ce genre. Et c'est ce qui a été fait sous Embalo. On a dit qu'on allait activer la force en attente. Non, ce que je dis, ce n'est pas l'activation d'une quelconque force en attente. Il y a les réformes des tests de base dans un premier temps. Oui, Bola. Ouais, mais il faut commencer quelque part, oui. La présidente de Bola Tinubu, il n'a pas parlé que des coups d'État militaires. Hein. De toutes les façons, le Nigeria est aussi contre les coups d'État institutionnels. Tout à fait. Et sa venue également, je pense qu'il est beaucoup plus actif sur ces questions-là. Est-ce qu'il faut-il attendre cette question en biais et attendre un autre coup d'État constitutionnel pour régler? Non. C'est pourquoi je dis quelque part, on ne doit pas justifier cette question-là par les erreurs du passé. De toute façon, nous savons que la CEDEAO connaît des erreurs par le passé. Il faudrait quand même trouver des moyens, des mécanismes pour restaurer en fait cette autorité, cette force-là, mais au même moment, ne pas privilégier forcément la question de la guerre qui, parallèlement, brisera pratiquement tous les pays. Vous savez, aujourd'hui, les terroristes avancent en garde. Et cassera la CEDEAO elle-même. 6 attaques, beaucoup de morts. Également, dans nos pays, nous ne sommes pas épargnés. Oui. Donc, je pense que toutes ces questions-là doit ramener la CEDEAO à reconsidérer sa position. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot, Adam? Non, le dernier mot, c'est justement faire dire à ces chefs d'État, notamment Alassane Ouattara, qui est le premier à pouvoir véritablement mettre sur orbite cette force-là, que réellement la population, sinon la CEDEAO, puisque la CEDEAO, ce qu'il incarne en réalité, c'est nous, la population, ce n'est pas les chefs d'État. Nous disons non à cette guerre-là parce que ça risque de nous influencer. Merci beaucoup, Adam. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Rodi Gaego, un dernier mot? Dans cette vie, on ne fait jamais rien pour les autres ni contre les autres. On fait tout pour soi et contre soi-même. La CEDEAO doit dans un premier temps se sauver avant de chercher à attaquer quelqu'un par une force militaire. Parce que quand les terroristes nous ont attaqués ou continuent de décimer nos populations, on n'a pas vu la CEDEAO réagir. Et donc, s'agiter parce qu'un membre du syndicat est en difficulté, c'est une peine perdue. Merci. Il faut limiter les mandats au sein de l'espace CEDEAO et ne pas choisir des personnalités providentielles pour occuper des fauteuils présidentiels comme s'il y avait une école qui formait les chefs d'État. Merci beaucoup. Heureusement, il n'y a pas d'école pour former les chefs d'État. Je rappelle que Rodi Gaego, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir également répondu à notre invitation. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci également à vous, Ibrahim Acha, à qui je laisse la parole pour un dernier mot. Non, c'est pour dire que la guerre n'est pas la bonne option. Il faut éviter d'aller faire la guerre à Niamey contre les forces armées nigériennes qui, dans sa totalité, a avalisé le coup d'État. Donc aller à Niamey, c'est aller combattre les forces armées nigériennes. Et quand on combat toute l'armée nigérienne, après tout, qui va s'occuper de la sécurité de Niamey, qui va s'occuper de la sécurité des populations, qui va sécuriser le pays contre l'évasion djihadiste, des terroristes et tout ça. Là. Je pense qu'on doit reconsidérer cette position. Et en même temps, aussi au niveau de la CEDEAO, je pense que les chefs d'État doivent commencer par jouer la carte de la sincérité. La sincérité suppose que quand il y a une situation qui se pose, qu'on analyse cette situation avec objectivité et qu'on arrive à trouver des solutions
objective et non trouver des solutions selon la tête du client. Dans certains pays, au cas par non, mais selon la tête du client, comme tu le dis, dans certains pays, quand il y a un coup d'état constitutionnel, on peut fermer les yeux. Dans d'autres, on va bomber le biceps pour dire que non, on ne veut pas. Non, il faut harmoniser les tests. Il faut tout faire pour que la CEDEAO puisse, à un moment donné, jouer un rôle d'équilibriste, un rôle de gendarme dans la sous-région pour que même si des individus venaient au pouvoir et ils voulaient prendre leur désir comme force de loi, qu'on leur fasse attendre raison que ici, c'est la République, les tests fondamentaux qui régissent les États qui travaillent et non les caprices des individus qui, à un moment donné, par accident, viennent au pouvoir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Également, merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est donc la fin de ce numéro. Je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro de Regard Croisé.